Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Je vais devoir la faire un petit peu plus rapide que d'habitude ce matin, donc je vais me presser. Alors, donc calendrier économique quand même, pas grand-chose d'intéressant cette semaine, sauf un seul gros truc, donc la BCE. Tout tourne autour de jeudi, autrement dit une semaine très probable de range jusque-là sans la moindre saveur ni sans le moindre intérêt, puisqu'on n'a pas de raison de franchir la moindre résistance ni de franchir des supports. Donc très probablement, comme on l'avait dit, on est bloqué sur la zone actuelle, sur les indices. On verra tout ça sur les graphiques tout à l'heure. Donc probablement en attendant, soit que des informations fuitent en amont de la BCE, soit qu'on ait des informations importantes venant par exemple de la Grande-Bretagne. Sinon on attend franchement pas grand-chose d'intéressant, hormis les stats de fin de semaine, mais tout tourne autour de la BCE. La semaine prochaine, c'est la Fed. La semaine prochaine, c'est les expirations de contrats futurs. Expiration trimestrielle en plus de ça. Donc voilà. En gros, entre cette semaine et la semaine prochaine, il y a pratiquement toutes les banques centrales qui vont passer. Euh, il y a beaucoup de statistiques qui vont arriver, surtout sur les ventes au détail, donc des statistiques liées à la consommation des États-Unis, voilà, donc CPI, inflation. Bref, il y a des gros trucs qui arrivent sur, on va dire, les 15 prochains jours. Et ensuite, une fois que ça s'est passé, ces résultats d'entreprise. Bref, vous connaissez la thématique. Là, les choses, c'est la rentrée, ça commence à revenir. Il va y avoir beaucoup d'échéances à passer. Septembre, en général, c'est pas un mois très haussier pour les marchés. On va voir si cette fois c'est le mois de septembre qui déclenche une belle baisse ou si tout simplement on éteint une fois de plus le feu. On verra tout ça sur les graphes après. On passe sur les graphes. Donc, les cryptos, je vous ai fait le point hier pour dégorger un petit peu le travail qu'il y avait à faire. Je fais très simple, hein, je pense qu'il y a un swing à faire ici sur l'Ethereum avec un stop relativement large. Il ne faut pas s'amuser à mettre un stop très serré là-dedans. Je pense un stop à 120, 115, ça se joue. Alors oui, ça fait 70 dollars de stop, il faut aussi regarder la target. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier par rapport à ça. Donc moi j'ai pris ces trades, évidemment avec des petits leviers pour l'instant. Beaucoup de patience, si ça passe pas, là on aura vraiment des soucis à se faire sur les altcoins. Pour l'instant, donc ça hésite, et tant que la dominance BTC tire à la baisse, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Donc voilà, je vous invite à re-regarder la vidéo si vous voulez. Moi, pour ma part, je reste dans ces trades. Je pense que si on va un peu plus bas, c'est juste pour aller essayer de tamponner 140. Ça risque d'être épidermique, très court terme, genre de mèche un peu comme ça là. Donc si on y va, ça ne me gêne pas. Pour moi, ça fait partie des scénarios que je suis prêt à supporter. Euh, les autres cryptos ne m'intéressent pas plus que ça, hein. Donc j'ai repris la même chose ici sur ces trades là, donc avec les mêmes types de stop, hein. C'est juste j'achète des altcoins parce que je pense qu'il y a des choses à faire. J'ai pas racheté IOTA, je crois pas, je sais plus. Je crois que j'ai pris Ripple. Il me semble pas avoir pris IOTA. À surveiller. Si j'en ai pris, j'en ai vraiment pas pris beaucoup, hein, parce que celui-là, franchement, il est tellement mal orienté qu'il me fait flipper. Mais donc voilà, pour l'instant, pourquoi pas. Voir comment ça se reprend. Voilà. Mais IOTA, je crois qu'il n'y a pas de signaux. Voilà, IOTA, pas de signaux pour l'instant, donc m'intéresse pas. Voilà, celui-là, il est pas limité. Ripple, oui, il est toujours sous son exit. Je pense qu'il devrait essayer d'aller nous revoir une petite résistance s'il veut rebaisser. Voilà, bref, donc j'essaie d'exploiter juste des petits signaux et on va voir si ça passe ou pas. Ah, pardon, il faut que je me remette hors volatilité. Voilà. Donc ça réagit ici sur ces contextes de support. Et si ça passe bien, on démontera les canaux de tendance et on ira direct là-haut. Si ça se passe moins bien, on rebaissera derrière. Mais dans tous les cas, normalement, je pourrais faire ma gestion du risque. Bitcoin, je n'ai aucun avis là-dessus. Pour l'instant, je ne fais toujours rien du tout. Et je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'informations pour se projeter sur ce bilout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Alors, donc les marchés classiques. Alors, qu'est-ce qu'on va en foutre de ça en début de semaine? J'en sais rien. Alors, évidemment, ils arrachent tout de suite les sommets hebdomadaires, ne sachant pas quoi faire. Il faut tout de suite monter, puisque c'est donc la thématique. Comme l'argent coule à flot et qu'on ne sait pas où le mettre, on le met là où on peut. Donc, il y en a toujours un peu qui arrivent dans les actions malgré tout. Et encore une fois, je vous rappelle, ce n'est pas toutes les actions qui sont ultra bear et compagnie. Il y a de toute façon des actions qui ont déjà largement chuté.
des exemples, General Electric ou des trucs comme ça, il y a toujours des secteurs d'activité dans lesquels certaines valeurs sont dites déjà dans ce qu'on appelle du value stock. C'est-à-dire qu'on baissait tellement qu'à ce stade-là, elles sont presque même intéressantes à acheter. Donc c'est de dire, bah voilà, ces valeurs-là, oui, il y a toujours des achats à faire dans un marché, quoi qu'il en soit, même si la tendance globale, donc indicielle, devrait quand même tirer à la baisse à cause des grosses valeurs qui, elles, sont complètement surachetées, plafonnées, tout ce que vous connaissez déjà. Donc, moi, je pense toujours qu'une nouvelle baisse arrive à Wall Street. Maintenant, est-ce qu'ils vont essayer de nous arracher le sommet historique une nouvelle fois encore avant? C'est ce qu'ils semblent essayer de faire. Est-ce que ça va passer? C'est la grande question. Moi, je trouve que ça n'a aucune justification, ni technique, ni logique, ni bref, voilà, ni fondamentale. Mais le marché, encore une fois, s'il veut arracher 2% de plus, 2%, c'est pas bien grave, hein, quand on se dit qu'il y a 40 à faire à la baisse. Est-ce qu'on peut faire 2% de hausse d'abord? Oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, pour moi, ça ne doit pas arriver. Donc, si ça arrive, ça traduira quelque chose d'assez inquiétant et tout simplement le fait que le marché s'en cogne complet en fait des mauvaises nouvelles et qu'on préférera se focaliser uniquement sur le verbe. Et là, c'est quand même assez dangereux hein, parce qu'encore une fois, beaucoup de choses montrent un ralentissement. Le chômage marque probablement un plancher sur le mois dernier. Donc on s'attend normalement à ce que le marché de l'emploi commence à se dégrader. On a la totale, hein, la hausse des salaires, le plafond, enfin le plancher sur le marché de l'emploi. Normalement, ça, c'est signal de dégradation à venir. Dégradation égale baisse de la consommation égale baisse des revenus, égale le bon vieux cycle récessif américain. Donc normalement, oui, c'est de dire, là, à moins de trouver le moyen d'envoyer le chômage sous les 5%, mais je parle du chômage réel, hein, pas celui qui est à 3,7 et fictif. La réalité, elle est à 7,2 ou proche de ça. Donc voilà, à moins de trouver historiquement parlant, ils sont jamais allés plus bas que ça. Hein. Pardon. Voilà, donc bref, pour moi de toute façon, c'est la BCE qui va un peu, entre guillemets, décider, mais c'est surtout la Fed la semaine prochaine. Et c'est surtout, en fait, ce qui est important, c'est ni ce que va faire la BCE, ni ce que va faire la Fed, c'est de savoir comment la répartition va se faire entre les deux. Est-ce que les deux vont taper aussi fort? Est-ce qu'il y en a un qui va taper plus fort que l'autre? Ou est-ce que dans la perception, au contraire, c'est plutôt un moins fort que l'autre? Je pense que ce que le marché recherche, c'est plutôt ça. C'est de savoir, en gros, qui appuie le plus sur le frein de la politique monétaire, parce qu'on est bien conscient que de toute façon, les attentes de marché ne seront pas... Enfin, le travail des banques centrales ne sera pas à la hauteur des attentes de marché qui sont complètement irrationnelles, mais je vous l'ai dit, c'est normal, encore une fois, on est dans le nouveau paradigme, le fait de dire, quoi qu'il arrive, la banque centrale pourra toujours sauver le marché parce qu'elle aura toujours des instruments monétaires plus forts, plus machin. Bref, on n'a pas d'inflation, mais on tapera toujours plus fort pour en avoir. Bref, c'est le schéma, donc comme on a dit, insoutenable, mais le nouveau paradigme, tant que ça tient, évidemment, les marchés resteront hésitants. C'est le jour où ces paradigmes s'effondreront que les marchés tomberont en ligne droite, parce que c'est évidemment... ce sera la rhétorique du moment de dire oh mon Dieu les banques centrales nous ont menti ou en tout cas on a peut-être un peu trop attendu. Donc tous ces discours-là sont déjà prêts. C'est presque de dire en fait la une des journaux elle est déjà faite. Le jour où les marchés baissent, on saura pourquoi. Les titres seront déjà tout trouvés. Voilà. Donc ce sera probablement encore une fois la faute des vilaines banques centrales parce qu'elles auront injecté trop de liquidités et que voilà bon enfin. Bref, ce sera toujours la faute de quelqu'un, mais évidemment jamais la faute de ceux qui ont essayé de prendre des risques dingos et qui font payer le prix de ces risques aux autres derrière. Ça, vous connaissez ces thématiques. Donc pour moi, Wall Street, toujours pareil, cette zone, elle reste à vendre. J'ai toujours mon short à 29,86, donc on est toujours en train de pricer cette zone-là. Cette zone dans laquelle moi je suis rentré la dernière fois. Je ne sais pas trop ce qu'on va en faire de cette zone, sincèrement. Normalement, on ne devrait pas rester là longtemps, mais bon, vous avez bien compris le truc. C'est de dire, les volumes s'effondrent, on attend des choses en fin de semaine. Si on peut essayer de grappiller 2-3 petites bonnes nouvelles, 2-3 tweets de Trump pour essayer d'aller racler du stop vendeur, on est à 1,50 du sommet historique, rendez-vous compte. Il suffit d'une petite bonne nouvelle pour qu'on y arrive. Donc là, si on pouvait avoir un petit peu de trade deal en début de semaine ou un truc comme ça, quelques officiels américains, alors si possible des Chinois, ce serait quand même bien, parce que les officiels américains, on sait quand même, ils n'hésitent pas à y aller avec le mensonge, même
même quand il faut, puisque l'objectif étant bien évidemment de réélire le président Donald Trump. Donc on va voir, évidemment, si ça se pète la gueule ici, c'est un nouveau sommet hebdomadaire plus bas que le précédent, truc que moi j'attends toujours depuis quand même un bon moment, et avec un sacré niveau de patience, mais bon, autant dire que ça ne veut pas dire que ça va arriver non plus. Pour l'instant, ça bloque encore et toujours, même si on voit bien le cycle hebdomadaire ici qui termine son machin, peut très bien nous tirer encore jusqu'à novembre et essayer d'aller nous enfler le sommet historique. Je ne serais pas nécessairement surpris que ça se produise comme ça. Maintenant, on a un momentum baissier et des prix qui le sont également. C'est-à-dire que là, on a bien un plus bas que le précédent. Et pour l'instant, on a contradiction du momentum. Alors celle-là, normalement, elle n'arrive jamais, cette contradiction. C'est-à-dire un marché haussier qui a eu une concordance de momentum sur les creux, mais qui diverge sur les résistances. Alors ça, c'est quand même très très rare. Mais bon, ici, on a en gros une grosse divergence hebdomadaire qui se met en place. Et normalement, ça retire un mouvement baissier. C'est-à-dire que là, théoriquement, ce qu'il faudrait faire pour repasser haussier dans ce marché, c'est faire une divergence cachée. C'est-à-dire ici, avoir un gros momentum baissier, plus bas que le précédent, okay, mais avec des creux ascendants. C'est-à-dire là, normalement, pour réorienter ce marché à l'achat, c'est ça qu'il faudrait faire. Le problème, c'est que vous avez bien compris que ça ne peut plus baisser à Wall Street parce que si ça baisse, c'est panique à bord et les gens risquent de vendre et tout risque de partir hors du contrôle. Donc, comme on veut garder le contrôle sur quelque chose qui est par définition incontrôlable, ça se termine toujours de deux façons. Soit il y a un truc imprévu qui arrive et c'est la bérésina totale, c'est-à-dire que là, en plus de ça, les banquiers centraux vont devoir réagir en plus d'un truc qu'ils n'arrivent déjà pas à maîtriser. Donc c'est très compliqué. Autrement dit, on espère une bonne raison de purger les conneries, quoi. C'est-à-dire qu'au final, maintenant, on se dirait presque, oh, ce serait cool qu'on ait un Black Swan, comme ça, on pourrait enfin purger les risques avec une raison de le faire. Parce que là, c'est plus de dire, pourquoi on baisserait, en fait? Si on baisse, on risque de déclencher une crise. Oui, il y a plein de raisons de baisser, mais bon, en attendant, tant qu'il y a les banques centrales, on a aussi plein de bonnes raisons de ne pas baisser. Sauf que, encore une fois, cet entre-deux est supposé se mettre en place sous forme de range ou de consolidation légèrement baissière, mais en tout cas certainement pas d'arrachage de sommet historique à Wall Street. Donc, très problématique, les guidances des entreprises sont pas très très bonnes, voire même on attend toujours un quarter en négatif, c'est-à-dire que là, normalement, on attend la récession en fait aux États-Unis sur ce prochain trimestre avec normalement des résultats d'entreprise négatifs, une baisse par rapport à year to year, ça ferait donc 2 trimestres de contraction, normalement on appelle ça une récession. Alors après, c'est le vilain mot, c'est le vilain machin, tout le monde fait tout pour éviter cette thématique, mais voilà, sachez que si on arrive à passer le moment dangereux de la Banque centrale les prochaines semaines, reste derrière à passer les résultats d'entreprise, parce que s'ils sont une deuxième fois en contraction, on ne pourra pas utiliser d'autres mots que tout simplement la récession. Voilà. Donc, ça, c'est le thème de fond et il faut toujours évidemment y faire attention. Moi, je maintiens que la seule chose à faire pour l'instant, c'est de couvrir les portefeuilles sur les risques énormes, soit de se prendre un Black Swan, comme on l'a dit, soit tout simplement que la réalité nous rattrape, c'est-à-dire que les entreprises produisent moins de profits et que dans ce cas-là, on ne peut pas les valoriser plus cher s'il n'y a pas d'inflation. Donc, voilà. C'est malheureusement le problème le problème en ciseaux dans lequel sont enfermées les banques centrales. Les prix des actifs montent, mais pas l'inflation. Et du coup, comment on peut justifier ces hausses de prix si les profitabilités des entreprises n'augmentent pas, Dans ce cas-là, évidemment, on arrive dans un moment où les prix ne reflètent plus du tout la réalité économique. Généralement, c'est annonciateur des crises financières qui arrivent derrière. Comme en plus, la dernière date de 10 ans et que c'est probablement c'est sur des cyclicités, on va dire, de la décade qu'on a ce genre de problème. Voilà, évidemment, tout indique à penser qu'on attend encore, évidemment, le signal. Mais encore une fois, moi, les nouveaux paradigmes, j'ai un peu du mal avec tout ça. Bref, donc les actions spéculatives pour l'instant, moi, je suis en levier max spéculatif, puisque j'ai donc pris mes renforts la semaine dernière. Je n'irai pas plus loin à Wall Street. J'ai toujours pas le DAX, mais je pense que je vais pas tarder à le prendre. Il a clôturé son gap gentiment comme je l'attendais. Je pense qu'on a une semaine d'hésitation et la BCE, donc je vais essayer de chercher des trades spéculatifs par anticipation. En short, je pense normalement qu'on ne doit pas franchir cette résistance. Le marché va essayer évidemment, mais normalement on ne devrait pas le faire. On est en squeeze. Donc évidemment, c'est la pire des solutions, c'est-à-dire qu'ici, il faut prendre un risque, c'est-à-dire qu'il faut rentrer et il faut espérer que ça passe dans le bon sens. C'est le squeeze, donc c'est de dire, celui qui va décider ici, c'est le marché, il décidera probablement face à la BCE.
Pour moi, on est déjà quand même à 76% de retracement de la phase de baisse. On est sur des trucs, encore une fois, ça ne devrait pas se produire, mais l'hésitation étant tellement insoutenable, on s'offre encore des retracements. Alors normalement, franchir des résistances, là, ici, c'est juste impossible. On a quand même une économie en récession. Donc franchir des résistances en récession, il faut quand même être showtime. Donc normalement, le DAX, dans cette zone-là, ça doit reshorter. Pour moi, ça aurait dû reshorter déjà par là. Donc le fait qu'on tire un peu plus haut au-dessus du gap, bon, ça ne me surprend pas trop puisqu'on a bien compris que la thématique était il faut monter, on est boule, tout est fort avant évidemment la prochaine claque. Mais on attend gentiment d'avoir une bonne raison de le faire. Par contre, sur le Forex, c'est là où ça a bougé beaucoup plus et de façon beaucoup plus intéressante. On commence à plafonner un petit peu sur le gold. C'est ça d'ailleurs qui laisse à penser que, justement, on peut en profiter pour grappiller sur les indices. Si on peut faire retracer un petit peu le yen et faire consolider le gold, évidemment, ce ne sera pas pour déplaire à Wall Street. Mais le problème, c'est ça, c'est que le risque, il est quand même là. Et encore une fois, de ne pas le pricer, ça cause d'énormes problématiques. Bon, rappelez-vous que sur cette zone, à l'époque, on parle de ça il y a quand même plus d'un an et demi, je vous avais dit, gold, je viserai cette zone-là, et quand on y sera, je verrai si je veux shorter. Je pense que ça va peut-être éventuellement pouvoir se faire. Alors pas maintenant, clairement pas, c'est beaucoup trop tôt pour essayer un short tout de suite. Il faudrait vraiment qu'on reste sur cette zone-là longtemps et que évidemment ça parte pas en couille avec un Black Swan aux États-Unis. Mais si ça part en couille Black Swan, c'est 2000, on est bien d'accord. Là, c'est-à-dire ce sera la panique sur le gold, tout le monde voudra s'arracher le métal jaune, et à ce moment-là, il vaudra mieux garder celui que vous avez, plutôt que d'essayer de vendre du gold à découvert. Mais voilà, moi si on reste là un trimestre de plus, donc si décembre on est toujours là, clairement, je pense que je vais repasser vendeur de gold, voire peut-être dans ce cas-là même éventuellement rachat d'indices, mais pour l'instant, il y a quand même beaucoup de problèmes à régler et ça m'étonnerait qu'on se dirige dans le bon sens pour régler ces problèmes, puisque donc pour l'instant, on est toujours dans le schéma paradigme, banque centrale, sauvetage, tout va bien et on efface les problèmes. Moi, ce que je vous dis encore une fois, ce qui me gêne, c'est qu'on n'a absolument aucune communication de la part de la Chine, à part, ok, on est reparti pour discuter, d'accord, mais eux n'ont fait aucun commentaire sur les discussions. Par contre, derrière, administration américaine, un avancement énorme, on arrive à retrouver, voilà. Bref, eux, ils surcommuniquent. Et évidemment, le marché achète ça au comptant, comme il l'a déjà fait depuis extrêmement longtemps. C'est ça qui me gêne. C'est qu'en réalité, si vous regardez le S&P 500, voilà, tout ça, c'est trade deal, trade deal, trade deal. On n'a toujours pas de deal, d'accord. On a eu quand même une énorme crispation sur la Chine. Je vous rappelle quand même que le pétage de câble de Donald Trump, il ne faut pas non plus l'oublier, quoi. Donc moi, ça me gêne énormément. Parce que, voilà, ce que j'ai en face de moi ne correspond absolument pas à la réalité financière. Mais voilà, on se préoccupe toujours d'une chose, les banques centrales. Donc là, dans 15 jours, c'est terminé. Les banques centrales, elles auront probablement fait le travail de l'année. Et après, on se projettera pratiquement, certainement, que sur deux choses. Soit ça part en couille, les banques centrales vont devoir agir de manière réactionnelle par rapport à des baisses de marché. Option numéro 2, on attend décembre et il ne se passera probablement plus rien entre septembre et décembre. Ça veut dire octobre et novembre, tout autour des résultats d'entreprise, et j'aime autant vous dire qu'ils ont plutôt intérêt à être bien meilleurs qu'attendus. Sinon, c'est comme on dit, la récession. Et si vous êtes sur un sommet historique en récession économique, ça me paraît quand même compliqué. Normalement, la récession, ça se passe avec des cassures de support, c'est-à-dire que si on réalise que les résultats d'entreprise ne sont pas bons, normalement, on devrait être en train de casser ces supports-là à ce moment-là, voire même ceux-là. Donc, c'est de dire, plus on est là, et si la réalité financière se trouve là, plus le choc entre les deux va être brutal. Et encore une fois, tout est affaire de momentum. C'est-à-dire que si on devait filer en ligne droite ici, il va falloir un sacré coup de pouce pour réussir à remonter. Et si les résultats d'entreprise ne sont pas bons, on risque d'enfiler encore plus. Donc l'éternel problème étant d'écarter les risques. Oui, c'est bien, mais il vaut mieux que ça se basse comme prévu derrière. Donc, à court terme, qu'est-ce que je vais faire moi perso ? Je vais rechercher à rien à faire sur le S&P 500 et je vais chercher des ventes sur mon DAX, sur des UT 15 minutes, puisqu'ici je vais essayer de voir le moment où le marché va plafonner. Là, il essaye de faire sa lessiveuse habituelle, c'est-à-dire il ne se passe rien, donc on essaie de grappiller un petit peu à chaque fois. Moi, je vais attendre sagement, tout simplement, qu'on revienne taper un contexte de support et je prendrai le pullback de range derrière pour ma semaine. Et si j'ai rien, je prendrai un trade en amont de la BCE dans tous les cas.
Là où ça m'intéresse cette semaine, évidemment, c'est les anticipations qui vont être faites sur le Forex. Puisque donc là, la semaine dernière, ça s'est fini plutôt bear et ils essaient de sauver encore une fois le couteau. C'est toujours pareil, ça passera jamais sur le dollar. Vous comprenez, vous comprenez les thématiques. Donc moi, j'aimerais bien les voir tomber enfin, c'est-à-dire faire un casser un plus bas sur le momentum et enfin avoir des prix en justification. C'est-à-dire j'aimerais bien POC revenir à 97 et dessous sur le dollar. On n'y est encore pas et évidemment tout ça dépendra de la BCE. Pour faire ça, il faut que la BCE délivre moins que ce que le marché attend. Le marché attend 10 points de base, c'est-à-dire passer le taux à 0,5, moins 0,5. Ça risque de se produire, mais surtout le marché espère à revoir sortir la thématique QE ou en tout cas impression d'argent et tout et compagnie pour faire encore une fois baisser le dollar, baisser l'euro et remonter le dollar. Et le problème, c'est que ça risque pas d'arriver puisque le marché a très bien devrait avoir compris la rhétorique de la dernière réunion, qui était bien claire, qui était de dire non, non, calmez-vous, on ne parle pas du tout de relance par le QE pour l'instant au comité de politique monétaire. Pourtant, ça avait été bien clair, ça n'avait pas plu au marché la dernière fois, mais le marché s'en fout. Il se dit, bon, de toute façon, plus on met la pression, plus on obtient ce qu'on veut. Donc, continuons de mettre la pression sur l'euro et on finira par obtenir ce qu'on veut. Jusqu'au jour où, je vous dis, éventuellement, ça va mal se passer, les tendances vont s'installer, et là, le problème, je l'ai dit, c'est que ces tendances, pour ma part, elles vont être très difficiles derrière à rééquilibrer, et je pense que tout va se jouer sur la quinzaine de septembre, puisque, on le sait, en thématique banque centrale, vous avez 3 grands rendez-vous. Vous avez en général mars, vous avez juin, juillet, et septembre et décembre. C'est-à-dire, en gros, 4 rendez-vous par an à la jonction des trimestres économiques. Donc le principe étant de dire, là on a une grosse jonction, évidemment les attentes de marché sont toujours énormes, puisque comme d'hab, vous regardez tous les rendez-vous de banque centrale, comme je dis, les importants, on était toujours sous des résistances. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, banque centrale, c'est ouh, ils vont nous sauver, et puis à chaque fois derrière, on se prend la douche froide, en tout cas de plus en plus, depuis les derniers rendez-vous. Donc, qu'est-ce qui nous attend là? Est-ce que c'est de nouveau la douche froide? Est-ce que c'est finalement le moment où on va installer des creux et sommets descendants hebdomadaires sur le S&P 500, la capitulation de marché tout simplement? On rend les armes, on comprend que quoi qu'il arrive, le stimulus monétaire ne sera jamais suffisant pour soutenir l'économie un peu moribonde. Maintenant, voilà, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc on est patient et on attend gentiment et sagement ces signaux. Moi, les dernières choses que je regarde pour l'instant, donc c'est toujours le dollar. Je reste toujours sur mon AUD-USD. Je l'ai repris un renfort la semaine dernière, en fin de semaine. Je pense qu'on peut avoir des petits pullbacks en début de semaine, mais rien de plus. Normalement, je pense qu'à ce stade-là, on est vraiment très très loin sur l'AUD-USD. Gros signal. Donc c'est que du TP, c'est pas non plus, voilà. Mais je pense que normalement ici, on en a fini avec les baisses. Plutôt sur l'instant. Donc les seuls renforts que je prends pour l'instant sur le dollar, c'est plus euro-dollar, ni GBP, ni USD-Yen. Je suis suffisamment exposé sur l'ensemble de celles-là. Par contre, la UD-USD m'intéresse. J'ai pris un petit renfort fin de semaine dernière. J'ai oublié, je crois, de vous le mettre d'ailleurs dans le Discord, celui-là. Et voilà, mais c'est un petit renfort, ça fait partie des scénarios. J'attends toujours le moment où Eurodoll va enfin nous trouver ce putain de bottom. Pour l'instant, ça traîne, mais on ne parvient pas non plus ici à casser quoi que ce soit. Le momentum reste toujours ici en contradiction avec les prix, donc ça meurt à la baisse en attendant la poussée haussière. Je vous montre la semaine dernière sur l'Eurodoll. Voilà. Autrement dit, il suffit que la BCE délivre un peu, mais dise QE, non, les portes sont fermées. L'euro perdra probablement pas grand-chose. Par contre, on attend 25 points de base de réduction à côté Fed. C'est pricé à 100%. C'est-à-dire tout le consensus dit 25 points de base de baisse, alors qu'encore une fois, au dernier rendez-vous, c'était on baisse une fois, mais c'est la seule. Il n'y a pas de cycle de baisse de taux. On baisse une fois pour faire plaisir au marché, pas deux. Eh non, on risque de baisser une nouvelle fois ici. Donc autrement dit, il faut savoir si on vous écoute ou si on ne vous écoute pas, les banquiers centraux. Parce que si ce que vous dites n'a plus aucune valeur et qu'on rentre effectivement dans un cycle de baisse de taux aux États-Unis, autant vous dire que là, le dollar, il est clairement surévalué. Donc la question étant de dire, à ce moment-là, effectivement, on aura probablement le changement de polarité que moi j'attends toujours sur l'euro-dollar, le moment où tout simplement on se rend compte que la Fed a beaucoup plus de marge sur la baisse des taux et qu'elle va rentrer dans un cycle de baisse de taux, alors que la BCE, elle, est pied au plancher et qu'elle peut difficilement aller bien plus loin et que le QE n'est absolument pas à l'ordre du jour, mais que bien au contraire la BCE va laisser faire les choses et que si QE est relancé, de toute façon, il ne sera probablement pas des montants
supérieurs aux précédents, mais bien entendu probablement des montants bien inférieurs. C'est-à-dire que si QE il y a, je pense que le timing n'est absolument pas de le lancer maintenant, mais bien de laisser les prix baisser et de relancer un QE derrière, après une baisse sur les marchés. Mais je pense que c'est la posture que sont en train de comprendre et d'adopter les banquiers centraux, que si on veut un investissement sain, il faut comprendre qu'au final, c'est pas en faisant tourner la planche à billets qu'on y arrive, mais tout simplement en proposant des prix justes. C'est-à-dire de laisser le marché faire son travail, c'est-à-dire si on manque d'acheteurs ou si les acheteurs ne sont pas suffisamment attirés par les prix, peut-être qu'on peut laisser baisser les prix en fait et soutenir derrière l'économie et l'investissement. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de commencer à comprendre, qu'au final, oui, ce qu'on peut faire, c'est essayer de soutenir une légère inflation pour éviter la déflation. Ça, oui, je pense que c'est ce qu'ils ont bien compris et c'est ce qu'ils essayent de faire, mais que la planche à billets, elle, et les attentes de marché sont complètement infondées et ne produisent pas les effets recherchés. Que donc, tout simplement, ça ne sert à rien de cramer des milliards. Et en plus de ça, donc de continuer à foutre la merde. Donc on joue sur les taux, certes, mais je pense que les programmes de rachat d'actifs en Europe, c'est pas prêt de repartir. Et si ça repart, ça repartira avec de très très faibles montants. Et je pense que le timing sera plus ou moins après une baisse de prix. Voilà. En tout cas, moi, il me semble qu'injecter des milliards me semblerait beaucoup plus intelligemment fait si on était en train, en même temps, de proposer des prix relativement plus sains aux investisseurs, plutôt que de les forcer à leur dire « mais prenez du risque, nom de Dieu, prenez du risque, prenez du risque, prenez du risque ». La smart money, elle a bien compris que ce n'était pas le moment de prendre du risque, et c'est pour ça, justement, que ces politiques monétaires ont un peu de mal à fonctionner. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc surveiller tout simplement au courant de la semaine. Moi pour ma part, donc on peut travailler encore une fois à l'intérieur du chandelier de la semaine dernière sans aucun problème jusqu'à la BCE. C'est ce qui d'ailleurs me semble le plus probable. Balayer là-dedans sur l'eurodoll. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir la BCE nous faire casser le plus haut. Donc si on peut revenir dégommer les 1,11 en fin de semaine et tenir une belle clôture positive pour préparer la Fed, on verra bien ce que la Fed nous fait derrière. Et soit derrière la Fed ne délivre pas la baisse de taux, on reviendra une nouvelle fois dans les parties basses, soit la Fed délivre, et je pense que cette fois, on aura le changement de paradigme, c'est-à-dire une baisse de taux plus rapide aux États-Unis qu'en Europe, et ça, mécaniquement parlant, ça ne peut que faire baisser le dollar face à l'euro. Si vous ne comprenez pas pourquoi, peut-être qu'un jour on aura le temps de faire une émission spécifique sur les agrégats monétaires, mais tout simplement, si vous faites baisser les taux aux États-Unis plus vite qu'ils ne baissent en Europe, ça attirera plus de crédit aux États-Unis, donc ça augmente la masse monétaire aux États-Unis, ça fait donc mécaniquement baisser la valeur relative de la devise. Alors il y a des mécanismes un petit peu plus compliqués que ça, ça parle aussi donc du taux de crédit, du taux de libération, comment ils appellent ça en français ? C'est pas la libération monétaire, mais c'est le M3. Bref, on verra. Ça, peut-être qu'on fera une vidéo sur les agrégats monétaires. Ce sera peut-être intéressant. Bref, donc pour l'instant, essayez de surveiller les mouvements du dollar, mais surtout face à l'euro. La BCE jeudi, des ranges probablement à venir sur les indices avant. Donc vous faites comme vous voulez. Si vous avez un biais haussier, on est sous résistance, donc vous n'avez rien à faire avant la BCE, si ce n'est sécuriser vos gains. Si vous avez un biais vendeur, vous attendez sagement des signaux pour vous positionner en spéculatif, puisque pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Bien entendu. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est effectivement un euro qui remonte doucement par rapport à la faiblesse d'un dollar. Et surtout, j'aimerais bien voir donc le dollar baisser fortement en même temps que les marchés actions. Là, on aura la triplette, c'est-à-dire les taux qui baissent, la courbe de taux inversée. Parce que, encore une fois, la baisse des taux, c'est pas méchant, encore une fois. Mais quand ça se produit dans un contexte d'inversion de courbe de taux, c'est généralement, effectivement, ça traduit le fait qu'il y a un mauvais pricing du risque sur les actifs risqués. En fait, ça traduit tout simplement d'une distorsion d'allocation monétaire entre les actifs souverains et les actifs actions. Donc voilà, ça traduit ça tout simplement, ça veut dire qu'il y a trop d'argent dans les actions et que la prise de risque n'est pas justifiée, c'est la raison pour laquelle la courbe de taux s'inverse, il y a plusieurs raisons. Bref, donc normalement, baisse de taux dans ces cadres-là, ça fait baisser la devise et ça fait baisser les marchés actions. Normalement, ici, on a la triplette baissière, c'est-à-dire qu'on a la contrepartie des exacerbations haussières et des espoirs infondés des marchés des derniers trimestres. Autrement dit, le dollar montait, les actions montaient, les bons du trésor montaient. Autrement dit, c'était tout boule. Et normalement, l'inverse se produit derrière, c'est-à-dire tout bear. Les T-bonds s'écroulent, baissent. Les taux baissent, le dollar baisse, les actions baissent. Bref, tout le monde revient un petit peu sur des valorisations
plus normal. Vous connaissez de toute façon toujours les zones de gestion du risque, c'est-à-dire que si on retourne chercher le sommet historique, moi, pour ma part, je me fais déclencher les stops sur les trades précédents. Je repars à zéro une nouvelle fois, à chercher des ventes encore une dernière fois, et ce sera ma dernière tentative. C'est-à-dire que si on revient au sommet historique, c'est la dernière fois que je vends. Si derrière on rechasse une quatrième fois le sommet historique, pour ma part, ce sera plus le bon timing. Autrement dit, je n'irai plus à la vente derrière. Mais je n'achèterai pas non plus, hein, qu'on soit bien d'accord. Les actions, je les laisserai tout simplement dans le coin de ma tête. Il me restera plein d'autres choses à trader, hein, pourquoi pas des cryptos d'ailleurs, mais à ce stade-là, les actions, pour moi, je tirerai un trait. Voilà, donc ma semaine, c'est de gérer le risque, à essayer de choper des ventes saines et sereines, sans trop de prise de risque, sur les US de préférence, et donc toujours pareil, pas de signal de vente tant qu'on ne va pas clôturer sous l'ouverture hebdomadaire précédente à Wall Street. Donc là, il nous faudra un gros choc, hein, pour revenir clôturer à 29,21. Je ne pense pas que ce soit pour cette semaine. Encore une fois, hein, je m'attends vraiment à des semaines très hésitantes. Je vous donne mon schéma sur le S&P 500 et je vous laisse l'après derrière. Moi, je pense que le meilleur des cas, c'est de revenir tester cette zone-là. D'accord ? Je pense que c'est ce qui a le plus de chance, mais comme évidemment, ça fera support d'abord. Je pense que derrière, on risque d'avoir ce genre de truc. D'accord ? Donc je me dis, on va essayer de grinder. Ok, normalement, on ne devrait pas venir chercher ça. Donc normalement, ça nous fait 30-10 en zone pour gérer son risque sur vos positionnements vendeurs. Là, ici, on essaie de payer son stop au-dessus des 30-10 et ensuite, on laisse faire. Si ça baisse en début de semaine, c'est plutôt bon signe. Ça montre qu'on laisse les vendeurs gérer leur risque avant le rendez-vous de banque centrale. Mais vous avez bien compris que la thématique actuellement, c'est tout sauf ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le VIX, et c'est probablement la seule chose que je vais faire en ce début de semaine. Je suis désolé, j'aurais dû commencer par là. Je vous avais dit que la zone des 15 m'intéressait, hein, donc là, évidemment, pour ma part, il y a eu un achat VIX vendredi, en fin de séance. Et je vais donc, voilà, il se valide, hein, exit, le triangle, ça va se valider ce matin dans 8 minutes. Voilà. Donc là, normalement, validation sur le VIX. Vous, si vous voulez, vous pouvez essayer de choper un petit pullback dans la zone des 15,1, 15,2 dans la journée, éventuellement, mais normalement, pour ma part, le VIX au plancher et normalement, donc toujours dans ce schéma où là, le prochain cycle, normalement, c'est direction les 30. Donc voilà. Moi, j'attends des hausses de volatilité et on a jusqu'au 18. Voilà, l'expiration du contrat, c'est le 18. Je pense que tout simplement, c'est jouable. Pas avec un gros risque, mais évidemment que sur la zone des 15. L'autre option, hein, c'est bien entendu l'administration américaine qui arrive dans le jeu, qui nous sort le coup du deal. Et si ça marche, on pourra s'écrabouiller encore plus sur la volatilité. Ça, c'est le scénario d'invalidation. Pour ma part, j'y crois pas une seule seconde. Donc voilà, moi j'aimerais bien les voir essayer et voir le marché baisser quand même, ce serait plutôt cool, ça montrerait tout simplement qu'on n'en a plus rien à foutre de ce que nous bassine l'administration US. Voilà, vous pouvez répliquer ça sur l'ensemble des indices, je pense que je vais renforcer mon Nikkei qui vient essayer de clôturer son gap ici. Hop, c'est chose faite d'ailleurs, voilà, donc le gap est clôturé, il n'y a plus aucune raison de faire quoi que ce soit ici sur le Nikkei. Pour ma part, c'est mature à la vente. On est sous des obliques baissières. Il n'y a absolument rien qui permet à ce marché de s'affranchir de ces dites obliques. Pardon, on va même celle-là. Donc voilà, je pense qu'ici, on a tout ce qu'il faut pour que le Nikkei reprenne des ventes. Je ne vais pas tarder à y aller. Le momentum ici doit juste déborder et je pense que c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Encore une petite journée encore un peu haussière, débordement du momentum, et pour ma part, c'est un short, tout simplement en signe de tendance baissière, hein, donc un momentum haussier alors que les prix sont baissiers, c'est tout simplement un signal vendeur, donc spéculatif, hein, pas encore de trade en tendance, la tendance viendra à la cassure du support des 20 300. Donc pour l'instant des leviers spéculatifs, mais je ne suis pas encore en levier max sur le Nikkei, donc je vais le devenir. D'accord ? Ici, le breakout n'a pas réussi à installer la tendance, c'est pas grave, ce sera celui-là. Voilà. Donc là, pour ma part, une entrée spéculative pour passer en levier max spéculatif, par là, et évidemment ici, l'entrée en tendance pour le breakout de préférence. Donc toujours pareil, on doit casser une ligne de tendance, donc là, on l'a construite, la cassure se fait à cette zone-là, on attendra d'avoir ces cassures-là. Très probablement, ce sera donc des cassures en 4 heures sur le Nikkei. Après là je regarde le Nikkei cash, il faut regarder le futur pour faire de l'intraday, toujours pareil.
J'espère que vous vous rappelez de ces choses-là. On en parlera en temps et en heure. Donc je surveille tout ça. Le Nikkei, je vais poser des ordres pour cette nuit, je pense. Le Dow Jones, j'ai toujours mes ventes. Elles sont en perte, mais il n'y a pas de souci pour l'instant. Je ne sais plus où j'ai vendu je crois que c'était là, le Dow Jones ou un truc comme ça. Bref, je l'ai toujours, hein, de toute façon, voilà. Mes ventes Nasdaq et S&P toujours sur le sommet, ça, il n'y a pas de souci. Mon renfort du S&P de la semaine dernière, et pour l'instant, je patiente. Voilà à quoi ressemble mon exposition de portefeuille. Je vais essayer de me prendre une vente DAX en début de semaine, avant la BCE, avec sa propre gestion du risque. Le gold, les TP ont été faits la semaine dernière, partiel. Je garde et je conserve les soldes en attendant de voir comment les marchés réagissent aux banques centrales cette semaine. Le dollar, je reste toujours orienté à la baisse, prêt à renforcer si on arrive enfin à avoir des confirmations, mais pour l'instant, ça traîne clairement la papate. J'ai pris donc un renfort AUD USD, mais toujours en levier spéculatif, hein, pour l'instant je suis clairement loin. C'est tout simplement pour rabaisser, hein, rappelez-vous, la UD USD, le dernier truc que j'avais pris, c'était par là, je crois, ou par là. J'avais essayé, c'était pas passé, donc là j'ai repris, hein, dans le même sens, toujours pareil, en attendant que ça parvienne enfin à franchir une résistance. Pour l'instant, c'est très hésitant. L'AUD NZD, évidemment, toujours bien haussier, bien orienté celui-là. Je pense qu'il a encore un bon potentiel. On a des signaux ici bear, mais enfin, franchement, ça correspond absolument pas à ce contexte-là. Donc je pense au contraire des niveaux ici d'accélération probablement à venir. Sur ce truc-là. Hein, là, on voit bien qu'on n'est pas dans de la tendance. Si on était dans de la tendance, si le signal bear s'était produit là, oui, je me serais clairement inquiété. Donc là, non, hein, c'est pour moi un signal bear qui va probablement nous former un petit range avant de nous permettre de enfin franchir cette résistance qui me semble être le prochain objectif. Moi, j'ai déjà fait mes gestions du risque, donc je ne fais rien du tout si ce n'est des achats sur pullback. Ça me suffit absolument pas pour l'instant comme pullback. J'attendrai qu'ici le momentum se reneutralise. Donc tant qu'on ne repasse pas avec un momentum proche de 0 en daily sur la UDNZD, tout simplement je laisse filer les positions en cours. Voilà. J'aurais juste fait mes gestions du risque un peu trop rapidement, mais c'est pas gênant. Dans la gestion du risque, c'est pas un gros problème quand il s'agit d'encaisser partiel. Je suis pas en général très embêté quand le marché fait ce genre de poussée haussière. Rappelez-vous, je vous avais prévenu que celui-là, dès qu'il repartirait, il ne faudrait pas non plus s'inquiéter du fait qu'il parte trop vite. Hein. Voilà. Ce que je surveille évidemment cette semaine pour la fin, c'est Apple également. Elle, je suis curieux de savoir comment elle va se dérouler ici. Donc on a une keynote, je crois, mardi ou je sais pas trop quoi là. Donc on va voir ce qu'ils vont nous sortir. Très probablement rien du tout, encore une fois. Ils vont nous faire les mêmes produits avec des spécificités techniques légèrement améliorées. Donc entre guillemets, rien de nouveau. Je ne sais pas trop comment on va pouvoir considérer ça comme une bonne nouvelle, mais on verra au cas où il y a une surprise. Mais sinon, normalement, hein, pour moi, Apple, un quarter qui devrait baisser avec des résultats bear. Et normalement, je pense qu'on est un peu dans le même contexte que cette précédente publication de résultats-là. Hein, c'est-à-dire que là, on fait le top ici, on travaille la zone de manière un peu bruyante, un peu hésitante, un peu piégeuse. Et la publication de résultats, et plus on va s'y rapprocher, devrait nous tirer vers des choses beaucoup, beaucoup moins bandantes, bien entendu. Avec donc peut-être des profit warnings à nouveau, hein, mais pour l'instant on ne va pas non plus s'euphoriser sur des trucs bear. Juste dire, voilà, dès qu'Apple vient rechercher ses supports et ses canaux de tendance, je pense qu'ici on va assister à des breakouts baissiers. Donc c'est à ce moment-là que je prendrai mes renforts pour entrer dans la tendance sur Apple. Et à ce stade-là, évidemment, toutes les cassures de support derrière seront renforcées. Hein, comme d'hab, je prends mes trades spéculatifs. Une fois que la tendance s'initie, j'ai mon package spéculatif en arrière-plan. Hein, et évidemment, derrière, dès qu'on casse une résistance, je renforce. Hein, c'est de dire, moi, ça va être hop, cassure de support, je prends un petit profit, je renforce le double sur le pullback, et ainsi de suite. Et dès qu'il y a des pullbacks, je revendrai, hein, sur Apple. J'attends encore une fois toujours un mouvement d'amplitude similaire au mouvement précédent, qui reviendra normalement chercher la zone des 115, 120. Dernière zone où on a du volume à venir traiter, dernière grosse zone de support, et si ça se passe encore moins bien, on pourra viser 90, mais pour l'instant, c'est pas mes objectifs. Voilà, et je surveille toujours mon pote General Electric, essayer de voir s'il parvient à réintégrer sa phase de range, mais pour l'instant, rien d'autre côté action que ça. Je surveille Free également qui arrive sur sa zone, et la zone très intéressante, hein, rappelez-vous,
L'objectif était de dire, est-ce qu'on arrive ici sur des excès finaux? Est-ce que ça, c'était la phase de pullback? Oui, non, on hésitait un petit peu là-dessus. C'était assez compliqué à prendre en compte. Ici, apparemment, ça reste qu'une phase de pullback. On vient donc chercher un autre excès final. Donc normalement, ici, toute tentative de débordement. D'accord? Donc ça veut dire Iliad qui passe sous les 73. Pour moi, c'est un achat, hein, clairement, clairement, clairement. Donc ici, il y aura une nouvelle entrée spéculative à faire sur Iliad. Pour l'instant, ça échoue au breakout. Hein. Moi là ici, hop, j'attendais le breakout, ça passe pas. Donc pour l'instant, j'attends sagement un excès supplémentaire sur Free. Donc on verra bien, hein, mais pour moi la valeur ici revient sur des prix qui restent relativement intéressants. On est toujours en train d'essayer de trouver finalement la zone de support ici qui causera, je pense, un rebond. Là toujours pareil, hein, on n'est pas sur du value stock, mais presque. Hein, on a déjà donc 70% de baisse par rapport au sommet. Il y a des raisons encore une fois pour ces baisses, hein, mais on arrive sur des zones de survente avec donc des prix pas tout à fait stupides. Et en tout cas, si on veut acheter des trucs, pour moi ça fait partie des choses qui peuvent être mises en portefeuille. Pas pour un mouvement haussier, on ne vise pas à installer une tendance haussière sur ce truc-là, mais installer des retracements techniques, ni plus ni moins, donc attendre que le bottom se forme, trouver des prix spéculatifs avec des timings intéressants et viser 23 puis 38 de retracement et c'est tout, rien de plus. Okay, repasser au-dessus des moyennes. Ça prendra longtemps, hein, ça c'est des trades qui prendront entre 2 et 6 trimestres. Voilà. L'objectif, attendre que le dip se forme, essayer de viser un premier retracement 23%, laisser la consolidation se mettre en place, viser un 38 et prendre ses gains. Voilà. Pour moi, c'est un peu le schéma. Donc, vous voyez, hein, 2 à 6 trimestres maxi, selon le temps qu'on met à former le bottom. Mais donc, bien penser à surveiller Free. Pour ma part, il y a des achats à faire. Bientôt. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Je vous dis à demain. On essaiera de faire un peu d'intraday. J'essaierai de vous voir, en espérant qu'on ait donc des structures de range visibles sur les indices. On essaiera de les exploiter demain matin.